Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette session du soir de l'information sur Eden Télévision. Voici les titres. Au sommaire, la rizerie de Glazoué a accueilli la visite de la ministre du Commerce et de l'Industrie, Sadia Assouman. Elle a eu un moment d'échange avec les responsables de cette structure avec à la clé une visite guidée des locaux afin de toucher du doigt les performances enregistrées dans le cadre de leurs différentes activités. Ceci avec la perspective d'une meilleure productivité d'ici les prochaines années. Et puis, l'actualité, c'est bien sûr la fusion, la cérémonie officielle ce dimanche à Porto Novo de cette fusion tant annoncée entre le Parti du Renouveau démocratique PRD et l'Union progressiste. Les militants et sympathisants des deux formations ont répondu présents pour cet instant solennel qui marque un nouveau tournant dans la vie politique de notre pays. Hors de nos frontières, plus précisément en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, élue présidente du mouvement des générations capables MGC, c'était ce samedi au cours d'un congrès constitutif de sa formation politique. Elle s'est exprimée sur les prochaines échéances électorales. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est ici et maintenant. À nouveau, bonsoir et merci de toujours nous choisir pour vous informer. Nous démarrons par ce qui fait l'actualité du jour. C'est désormais acté. L'Union progressiste et le Parti du Renouveau démocratique n'existent plus. Les deux formations politiques viennent de célébrer leur fusion ce dimanche 21 août devant une foule de militants et des cadres de leurs bureaux respectifs. Joseph Djogbenou et Maître Adrien Hungbeji, leader de l'UP et du PRD, sont bien sûr apparus dans des boubous blancs avec justement ce qui va bientôt entrer dans l'annale de l'histoire politique de notre pays. Avec leur disparition, il y a deux éléments qu'on retient pour l'heure. L'UP et le PRD disparaissent pour faire place à un nouveau parti qui est dénommé UP Le Renouveau, UPR. En dehors du changement de nom, il faut noter que l'identité visuelle de l'UPR est une fusion des logos de chacun des deux partis qui n'existe plus désormais. Sur le nouveau logo, on peut voir l'arc-en-ciel PRD s'élever au-dessus du baobab vert enraciné dans un fond jaune. Nous y reviendrons plus amplement dans nos éditions de demain avec nos reporters qui étaient sur place, Candice Deboué et puis Jean-Baptiste Bocco. Parlons maintenant d'autres choses, toujours dans ce registre justement avant ce grand jour qui annonce la fusion effective de l'Union progressiste et du Parti du Renouveau démocratique, un événement qui annonce comme un bouleversement dans le paysage politique de notre pays. Certains citoyens approchés ont bien voulu nous donner leur avis sur ce qu'il convient d'appeler une fusion historique dans notre paysage. Suivez-les ici dans le compte rendu qui va suivre. Après avoir voté des lois à l'Assemblée, voici les conséquences. Puisque le président du PRD était le président de l'Assemblée au moment où on votait tout. Nous voici aujourd'hui et il a le dos au mur. Donc il est obligé de fusionner avec les progressistes. Mais on attend les élections, le jour du vote. Les Béninois vont démontrer de quoi ils sont capables. Vous comprenez avec nous, si on laissait le PRD aller aux élections de cette façon-là, les 10% qui sont fixés pour qu'on puisse reconduire, pour qu'on puisse reconnaître les élections, le PRD n'aura pas. L'UP, en sa personne, de parti, grand parti aujourd'hui, a aussi certaines difficultés dans certaines zones. Donc il est temps que nous nous mettons tous ensemble pour représenter le pays partout. Ce ne serait pas un parti d'une zone donnée. Cette fusion est la bienvenue et c'est le moment de montrer le militantisme de chacun. D'aucuns diront ils sont venus, on sera envahi. Non, en politique, on a besoin d'addition, pas de soustraction. Leur arrivée est une bonne chose pour nous et pour moi personnellement. Moi je suis contre à la place de Maître Adrien Hungbeji. C'est ce qu'il devait faire en 2019, ça. Il n'a pas fait. Lorsque Hungbeji était en président de l'Assemblée, il vote les lois à 2h du matin, à 4h du matin. Moi, je lui dis de faire attention. Maintenant, il est parti là maintenant pour rejoindre l'Union progressiste. C'est pour quelque temps. Il n'a qu'à aller aux élections pour voir. Les gens ne peuvent pas sortir sur Hungbeji comme avant.
Voilà, c'était des propos recueillis par Candice Degoué et puis Jean-Baptiste Bokor. Parlons maintenant de la ministre de l'Industrie et du Commerce qui était en visite cette semaine sur le site des unités de production de riz à Glazoué. L'objectif principal est de s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces unités. Elle était accompagnée pour la circonstance du maire de la commune et du préfet des collines. Voici le compte rendu. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la relance des usines de production autrefois abandonnées au Bénin. À l'occasion, l'autorité s'est assurée du suivi du cahier des charges des investisseurs pour la production du riz Made in Bénin. Après une séance d'échange avec les responsables de la société, la ministre a eu droit à une visite guidée des différents compartiments de l'usine. Au thème de l'exercice, l'autorité s'est dit satisfaite. Nous avons été agréablement surpris parce que non seulement le cahier des charges est respecté, ça va même au-delà de ce qui était prévu dans le chronogramme. Nous avons la surprise de voir qu'il y a déjà des travaux très avancés de l'installation de la deuxième ligne qui va nous amener à 120 tonnes jour. Donc, je veux dire que les travaux avancent et nous sommes très très ravis de ce que nous voyons là. Installée depuis 2020, la société Premium Rice Mill Industries travaille à accroître la production du riz au Bénin. L'usine de Glazoué est fonctionnelle depuis le mois de mars avec une production par heure qui est passée du simple au double. Quand on avait été pris l'usine, ça était une capacité de 10,5 tonnes par heure. Ça veut dire l'usine, ça fait 5 tonnes par heure et aujourd'hui, on a déjà arrivé à la niveau 10 tonnes par heure. Ça veut dire 5 tonnes par heure à Glazoué et 5 tonnes par heure à Malanville. Mais à Glazoué, on avait vu qu'on avait l'opportunité, on avait la qualité des paddies. Et comme on avait venu avec le gouvernement, avec un projet de 10 ans, on est en train d'installer aussi une usine à Glazoué avec la capacité de 5 tonnes par heure. Ça veut dire que ça va faire total 15 tonnes par heure Malanville et à Glazoué. Ça veut dire que ça va faire total environ 90 000 tonnes de riz fini qu'on peut trouver. Et après 3 ans, on avait aussi les planifications d'installer une usine de 24 tonnes par heure. Ça veut dire que ça va doubler la quantité de riz transformé dans la Bénin. Et ça va faire environ 170 000 tonnes de riz fini après l'installation de l'usine de 24 tonnes par heure. À en croire la ministre, la cession de ces usines à des investisseurs est une vision du chef de l'État en droite ligne avec sa volonté de remettre l'industrie au cœur du développement. Cette vision du président de relancer l'industrie, de remettre l'industrie au cœur du développement fait que nous avons fait des protocoles qui permettent à des investisseurs de s'intéresser donc à ces usines qui étaient à l'abandon depuis déjà plus d'une décennie. Quand on voit la grandeur de cette vision-là, on se dit est-ce que ça va être réalisé? Oui, c'est réalisable et c'est en train d'être réalisé à travers tous les instruments et tous les outils que nous avons mis à disposition de ces investisseurs et l'accompagnement réglementaire qui a été donc validé par le chef de l'État que nous mettons juste en œuvre et qui fait que nous avons nos compatriotes qui sont en train de travailler et donc une ligne qui va être rénovée, une nouvelle ligne instaurée qui va permettre donc également de produire encore plus et surtout d'embaucher plus. L'ambition du gouvernement est de faire de Glazoué d'ici 5 ans un centre de transformation de production agricole avec 600 emplois directs et 3000 indirects. À l'instant, un compte rendu de Clémence Tonoucoin. Parlons à présent de ce joyau architectural inauguré il y a quelques jours, plus précisément le 30 juillet dernier, par le chef de l'État, Patrice Talon. L'accès au site est interdit au public pour faire respecter la mesure. L'esplanade est surveillée par des militaires. Suivez pour plus de précision Clémence Tonoucoin à nouveau sur le sujet. Des personnes venues ce vendredi admirer le monument de l'Amazone n'ont pu accéder au site de la statue. Et pour cause, l'accès de l'esplanade surveillée par des hommes en uniforme est interdit au public pour le moment. Les visiteurs se retournent tristes et déçus. Bon, j'ai pensé venir visiter cette statue et j'ai constaté que l'accès est interdit. Alors là, bon, mon sentiment est naturellement un sentiment de tristesse puisque je voulais peut-être faire partie de la première personne qui viendra visiter cette statue noble.
Moi-même, j'ai été au niveau de l'esplanade pour au moins visiter de près ce que notre président a inauguré. Il faut savoir que l'esplanade de l'Amazone, c'est quand même cette statue-là qui fait la valeur de nos femmes. Et donc nous sommes allés voir de près ce à quoi ça ressemblait, parce que nous avons vu sur les réseaux sociaux que ça faisait quand même, c'était la troisième statue la plus gigantesque en Afrique. Donc il fallait aller voir ce monument gargantuesque-là de près. Donc nous sommes allés là, malheureusement, le policier qui était là nous a dit qu'on ne pouvait pas visiter. Et donc nous nous sommes retournés, bredouilles, tristes et déçus. Bon, pour l'instant, quand même, moi, je n'ai pas grand-chose à dire à propos de ça. Mais espérons qu'avec le temps, ils vont rouvrir ça et on viendra faire les photos, mais bien on viendra visiter. Ce sentiment de déception se limite au fait de n'avoir pas pu accéder au site. Elle ne concerne en rien la décision de l'interdiction d'accès, puisque les personnes rencontrées sont conscientes de l'incivisme de certains citoyens. J'étais déçu de ne pas pouvoir visiter, mais je n'étais pas forcément déçu de l'initiative. Parce que quelques jours après l'inauguration, nous avons vu que certains citoyens avaient déjà mangé de l'arachide autour de l'esplanade de la statue qui valorisait quand même notre pays. Cela voudrait dire que le civisme qui devait suivre cela, les actes civiques qui devaient suivre cela n'ont pas été forcément respectés. Et je crois que l'on devait quand même mettre une pause, si c'est forcément dans l'esprit là que le gouvernement était, mettre une pause, communiquer autour de ce que ce monument-là n'était pas un coin pour les Asinons et les Tévinons qui allaient quand même salir l'endroit, mais que c'était quand même un monument à respecter. Donc, je crois que si c'est dans cette initiative-là que le gouvernement est, c'est la bienvenue, qu'on puisse communiquer autour, savoir que c'est un trésor pour nous. Il fallait le respecter, il faut quand même mettre tout autour pour que 2 jours après, en fait, ça ne se salit pas. Parce que l'un des problèmes que nous avons en Afrique, ce n'est pas les infrastructures, mais c'est comment nous entretenons nos infrastructures. Toutefois, les uns et les autres espèrent la levée de la mesure pour le bonheur des Béninois et des étrangers. L'appel annoncé est tout simplement que l'ACI est aussi rapide, que les gens puissent, les gens qui viennent au Bénin ou bien qui atterrissent au Bénin à cause de cette statue, puisque ça fait partie de l'une des meilleures statues d'Afrique, le plus haut d'ailleurs. Donc moi je vois que il faille bien penser, il faille rapidement penser pour pouvoir faire chose pour pouvoir donner l'accès à visiter la statue. Bon, vivement, qu'ils ouvrent ça très bientôt pour qu'on puisse venir visiter, c'est tout. Oh, oui. Sinon, j'ai apprécié quand même. En attendant que cette levée ne soit effective, pour permettre à ceux qui le désirent d'admirer de plus près l'édifice, les visiteurs se contentent de prendre quelques images souvenirs. On parle maintenant de ce public reportage avec ce samedi les fils et filles de la famille Tokmono qui ont conjugué leurs efforts autour d'un idéal qui est l'unité. C'est une cérémonie de festivité ayant marqué les retrouvailles de la dite famille. L'occasion pour les membres de cette collectivité de rendre grâce à Dieu et faire des actions pour la consolidation de l'amour, de l'unité et de la fraternité. C'était aussi un moment de partage fraternel et de convivialité, comme vous allez le constater dans ce reportage. C'est un moment d'allégresse pour ces filles et fils de la famille Tokmono. Des retrouvailles pour sceller l'amour et penser le développement de leur localité, se fondant sur l'adage selon lequel, ensemble, on va plus loin. Nous avons initié ce jour, cette manifestation pour que la famille se retrouve. C'est une action de grâce. C'est pour la première fois. Nous nous retrouvions chaque fois autour des obsèques, des décès. Mais on s'est dit, une famille peut se développer autour des obsèques. Ceux qui sont morts sont partis. C'est ceux qui sont vivants qui peuvent parler de la famille. C'est surtout pour ça que nous nous sommes retrouvés, pour dire, au moins prendre un jour, nos frères, nos sœurs, nos beaux-frères, nos belles-sœurs, qu'on puisse se réunir pour rendre grâce, fêter et célébrer le nom que nous portons. Nous sommes ici maintenant en tant que parents des organisateurs et ce que surtout nous félicitons en eux, c'est moins les moyens que le temps. Ils ont disposé de temps précieux pour organiser cette fête
qui n'a pas été facile. Le père célébrant a rappelé à l'assistance l'importance de rester unis pour être davantage plus forts. À l'occasion, les fidèles ont apporté des présents à Dieu en signe de reconnaissance. Vie fraternelle au sein de la famille Tokmono, c'est le thème autour duquel ils se sont réunis et plusieurs activités sont au menu. Il y a la réjouissance populaire et autour de la réjouissance populaire, on a prévu des activités de sensibilisation puisqu'on a invité des agents de santé qui viendront sensibiliser, je vais dire les participants, ceux qui ont la chance d'assister à cette première édition de la fête que nous organisons aujourd'hui et être sensibilisés sur certaines maladies comme le paludisme et autres. Il y a également des dépistages que nous allons faire au niveau des petits-enfants et aussi la prise de tension au niveau des plus âgés. Pour cette édition, des doléances sont formulées en vue de renforcer les infrastructures socio-éducatives pour promouvoir davantage le développement de la localité. Chaque famille peut se retrouver, s'asseoir et réfléchir sur quel essor qu'ils peuvent en avoir. Quel essor de notre village. On ne peut pas développer un village sans les familles. On ne peut pas développer un arrondissement sans les villages. On ne peut pas développer une commune sans les arrondissements. Donc si déjà, dans chaque famille, on peut avoir des unités où chaque fils accepte l'autre, s'excuser auprès de l'autre, taire les querelles, s'entendre, on peut développer maintenant, engager véritablement le développement de ce pays. Il y a des années, il y a des frères, il y a des cousins, je ne les ai plus vus. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de les revoir. Et le message, c'est que nous continuons dans cette fraternité, dans cette union d'esprit, et que nous puissions solidariser davantage, afin que les défis qui sont lancés à cette famille soient relevés. Cette première édition des retrouvailles de la famille Tokmono a pris fin sur une note de gaieté. Tous les membres espèrent se retrouver l'année prochaine pour une édition encore plus belle dans l'amour, l'unité et la fraternité. C'était de bons moments de gaieté en somme. Parlons maintenant de la Côte d'Ivoire. Et là, nous sommes hors de nos frontières. C'est désormais officiel depuis ce samedi. Le mouvement des générations capables, MGC, coalition des soutiens de Simone Gbagbo, s'est mué en parti politique. L'ex-première dame en a été élue présidente avec 100% des voix. Le MGC, parti de social-démocratie, visera les prochaines échéances électorales et n'hésitera pas à affronter le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, avec qui Simone Gbagbo est en instance de divorce. La principale intéressée n'a pas d'ailleurs caché ses ambitions et affirme que le PPACI se battra pour gagner les élections, quels que soient les autres candidats qui seront en face. On parle maintenant d'une autre information, toujours hors de nos frontières. Le chef de l'état-major de l'armée sénégalaise, le général Tchèque Wade, a effectué une visite en Guinée-Bissau. C'était vendredi 19 août, une première depuis le déploiement des forces de son pays dans le cadre de la mission d'appui pour la stabilisation de la Guinée-Bissau, MASG. Cette visite s'inscrit aussi autour du renforcement de la coopération militaire entre Dakar et Bissau. Dans le domaine bilatéral, plusieurs accords encadrent actuellement la coopération militaire, à savoir les échanges d'informations, notamment les patrouilles mixtes le long de la frontière commune et la formation des officiers supérieurs Bissau-guinéens et au Sénégal. Cependant, le chef de l'état-major de la Guinée-Bissau, le général Biagé Ntan, souhaite que ces liens soient renforcés. La Guinée-Bissau et le Sénégal partagent 308 km de frontières communes, le long de laquelle sévit une rébellion depuis une quarantaine d'années. Cette question n'a pas été publiquement évoquée. Or, selon certains observateurs, elle demeure au cœur de l'entretien entre les deux délégations. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Vous pouvez désormais nous suivre sur notre application Eden TV-Diaspora FM. L'information est en continu sur notre site internet www.benin-eden. Je vous souhaite à chacun et à tous bon début de semaine.